La nuit en plein jour à Téhéran, d'épaisses fumées s'échappent de raffineries bombardées par Israël et les États-Unis. En retour, l'Iran frappe des infrastructures énergétiques chez ses voisins du Golfe Persique, attaque des bateaux et bloque le détroit d'Ormuz où transite d'ordinaire plus de 20% du pétrole mondial. Attention all ships, this is Sepah Navy. All navigating through the Strait of Hormuz is forbidden. De quoi faire paniquer les marchés. Le baril de pétrole a frôlé hier les $120 avant de redescendre autour de $86 ce matin après de nouvelles déclarations de Donald Trump qui a assuré que la guerre en Iran sera bientôt terminée. This was just an excursion into something that had to be done. We're getting very close to finishing that. I knew oil prices would go up if I did this, and they've gone up probably less than I thought they'd go up. À la pompe, que ce soit aux États-Unis ou en France, comme ici à Marseille, la hausse des prix n'a pas échappé aux automobilistes. Le gasoil flambe. Il est à 2,16 €. Ça fait cher. Ça fait très mal au portefeuille. Pour atténuer cette hausse des prix, la France concerte ses partenaires du G7. Nous sommes prêts à prendre toutes les mesures nécessaires, y compris en puisant dans les réserves de stock stratégiques, de manière à stabiliser les marchés. Des marchés qui demeurent fébriles. L'Iran a promis qu'aucune goutte de pétrole ne sortirait du Moyen-Orient tant qu'il y aura des frappes. Si vous pouvez tolérer un prix du pétrole supérieur à 200 $ le baril, continuez ce petit jeu-là. Alors jusqu'où l'Iran utilisera-t-il l'arme du pétrole? 4 ans après la crise ukrainienne, risque-t-on un nouveau choc énergétique mondial? Nos trois invités, Philippe Chalmin, économiste, professeur émérite à l'Université Paris-Dauphine, président de Cyclope, centre d'études spécialisé dans l'analyse des marchés mondiaux de matières premières, car vous êtes spécialiste des matières premières. Selon vous, si les Iraniens n'ont pas l'arme atomique, ils ont une arme tout aussi puissante, avec la possibilité de bloquer le détroit d'Ormuz. Et vous ajoutez, si la paralysie du détroit continue, on peut aller absolument vers une pénurie. À côté de vous, Eva Moisan, bonsoir. Vous êtes journaliste à Alternative économique. Vous êtes spécialiste des questions internationales. Et selon vous, si ce conflit dure, les perturbations risquent de s'étendre à l'ensemble de l'économie. Et vous ajoutez, alors l'État français par exemple, doit prendre des mesures comme le plafonnement de l'énergie ou de l'électricité. Et à côté de vous, Nicolas Mazouki, directeur stratégie navale et wargaming, en bon français. Jeu de guerre. Jeu de guerre. Au Centre d'études stratégiques de la Marine, vous avez publié votre dernier essai, La confrontation en mer, l'avenir de la stratégie navale. Selon vous, ce sont les pays asiatiques qui ont le plus à perdre avec la flambée du pétrole, des prix du pétrole, notamment la Chine qui se fournit en gaz et en pétrole, principalement dans cette région. Et on démarre avec la déclaration du jour, Benjamin. Oui, impressionnante, c'est celle de Donald Trump sur CBS. Je pense que la guerre est finie, quasiment, a déclaré le président américain, ce qui a automatiquement fait baisser le prix du baril. Regardez ce graphique, un peu plus de 8%, ce qui est loin d'être négligeable dans les temps que nous vivons. C'est assez soudain. Ce prix, Philippe Chalmin, n'est pas seulement des matières premières, du pétrole, n'est finalement pas seulement indexé sur les marchés, mais aussi sur des paroles politiques, notamment celle de Donald Trump. Absolument. À la limite, depuis 48 heures, le suivi presque à la minute du prix du pétrole, c'est exactement le thermomètre de ce que finalement on pense sur la planète, de ce qui peut arriver en Iran. Alors je signale quand même que votre graphique, il faut l'actualiser un tout petit peu, car depuis on est remonté, là on était à 87, on est remonté et depuis aujourd'hui on se balade sur la journée donc de ce mardi 9 mars entre 92 et 93 $ le baril. On a été effectivement lundi matin à 6 heures à 118. Oui. À 118 parce que le fils Khamenei, donc un faucon, parce que arrêt de la production en Irak, parce que blocage d'Ormuz, parce que frappe sur Téhéran, frappe sur Tel Aviv, etc. On avait l'impression que la guerre était là et pour longtemps. Il aura suffi de quelques paroles de Trump. Là, je vous laisse... Enfin, on le constate.
On le constate pour l'instant, on verra ce que, pas ce que les ça paroles donne. de Trump. Hein. Oui. Il y a eu quand même. C'est un baromètre vous avez politique. entendu vous dites. Lescure. Oui. Roland Lescure, le ministre de l'économie. Oui, oui. Il y a eu Français. quand même un Oui, oui. certain nombre de choses. Et puis l'ouverture, on en parlera peut-être, du robinet du pétrole russe. Voilà, on va y revenir. Ah oui, Bah oui, bien sûr. Oui. Mais Nicolas Mazouki, quand même, on se dit que tout passe par le détroit d'Ormuz, qui est donc verrouillé. C'est le pire scénario pour les marchés qui est en train de se dérouler là sous nos yeux. Alors, tout non, parce que quand on regarde déjà les pétroles du Golfe arabo-persique, il y a 2 voies de contournement qui sont 2 voies terrestres. Une en Arabie saoudite, c'est-à-dire la possibilité d'évacuer le pétrole, puisqu'il y a un oléoduc qui traverse, donc ça s'appelle le East-West, qui traverse en fait depuis le Golfe arabo-persique jusqu'au grand terminal de Yanbu, qui se trouve sur la mer Rouge, qui est quand même un gros oléoduc, hein, c'est 5 millions de barils jour de capacité, donc ça c'est le premier. Et vous en avez un deuxième au niveau des Émirats arabes unis, qui lui aussi en fait permet de bypasser le détroit d'Ormuz pour déboucher sur le port de Fujairah, qui est en mer d'Arabie après le détroit Et on d'Ormuz. peut augmenter leur débit, du coup, Alors, pour compenser c'est des le blocage Hormuz. Oui, parce que ce sont des débits maximum. Si vous faites le calcul, alors là, on parle en calcul de maxima théorique, hein, une fois de plus. 5 millions de barils jour pour l'oléoduc saoudien, Oui. 1,5 million à peu près de barils jour pour l'oléoduc des Émirats, donc on est à peu près à 6,5, et le transit, on va dire, normal du détroit d'Ormuz, c'est 20. Donc on se rend compte que déjà, ce n'est pas l'ensemble, une fois de plus on parle en maxima théorique, ce n'est pas l'ensemble de la capacité potentielle d'évacuation du pétrole qui est concerné par ça. Le gaz est une situation différente, puisque le gaz, il n'y a pas de système de contournement. Le gaz, c'est du gaz naturel liquéfié qui, lui, passe par bateau, par le détroit. Eva Moisan, du coup, on peut imaginer qu'il n'y ait pas de flambée si on a des recours parallèles ou il faut se préparer à une augmentation inéluctable encore du marché des prix. C'est assez difficile de prévoir parce qu'on voit que les marchés, qui sont des marchés mondiaux, fluctuent énormément et en fait les marchés réagissent très vite à des anticipations, à des annonces, à des informations. Et en fait, il y a un phénomène de spéculation en plus qui approfondit ces phénomènes. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a d'une part le cours du pétrole, le cours du gaz au niveau mondial ou au niveau européen, et ensuite il y a le prix que payent les consommateurs. Et il y a une différence. Le prix à la pompe n'a pas augmenté autant que le cours du pétrole au niveau mondial, parce que le prix à la pompe qu'on paye, il n'y a qu'une petite partie qui dépend du cours. Après, le reste, c'est des taxes. Donc voilà, ça se transmet, mais il y a un deuxième temps. Et ensuite, c'est difficile de dire parce que tout le monde semblait penser que ça allait continuer d'augmenter. Au final, l'annonce de Trump fait rebaisser le cours. L'Irak annonce limiter sa production puisqu'il n'y a plus de voies de sortie et les capacités de stockage commencent à être saturées au Moyen-Orient. Mais en fait, c'est assez difficile de prévoir et c'est quasiment impossible, mais on voit qu'il y a des tendances assez lourdes qui commencent à se dessiner. Alors, on va évoquer... Je voulais juste signaler que l'oléoduc dont parlait notre ami... a été visé par des frappes. Non, et puis surtout, il arrive sur la mer Rouge. C'est ça. Et la mer Rouge, c'est pas un océan de tranquillité. Il y a des outils, me semble-t-il. Ah, les outils du Yémen. Et on me dit que par ailleurs, la capacité du port de Yanbu, la capacité de chargement de Yanbu, elle est d'1,5 million de barils jour. Donc, j'adhère bien dans l'idée que si Hormuz reste bloqué, on a un manque à consommer de au moins 10 millions de barils jour, sachant que quand même, à l'heure actuelle, il y a chaque jour 2 ou 3 tankers qui passent, qui sont probablement des tankers chargés de pétrole iranien, destinés à la Chine. Donc, ni les gardiens de la Révolution, ni les Américains ne vont les toucher, puisque dans cette partie d'échecs, il y a un gros chat qui est silencieux et dont on ne sait pas tellement à quoi il est en train de se préparer. C'est la Chine, dont la dépendance au Golfe, comme vous l'avez dit, elle est considérable. Très bien. Miaou donc, et on va évoquer avec vous trois et avec Anna une possibilité pour faire baisser le prix du pétrole. Les pays membres du G7 ont évoqué peut-être la possibilité d'utiliser une partie de leurs réserves stratégiques. De quoi s'agit-il ? Oui, les stocks stratégiques de pétrole, c'est un concept post-choc pétrolier de 1973. L'AIE, qui est donc l'Agence internationale de l'énergie, qui regroupe aujourd'hui une trentaine d'États, à l'exception de la Chine, de la Russie. Cette agence, elle impose à tous ses membres de constituer des réserves qui doivent permettre collectivement, en cas de choc énergétique majeur,
1, d'éviter une pénurie et 2, de stabiliser les prix. Ces réserves stratégiques, elles ont déjà été utilisées par le passé, en 2005, à la suite des ouragans Katrina et Rita, qui avaient endommagé les installations pétrolières dans le golfe du Mexique. En 2011, ensuite, suite aux perturbations liées à la guerre en Libye. Et à 2 reprises en 2022, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Chaque pays est donc tenu d'avoir en stock l'équivalent de 90 jours d'importation nette. C'est-à-dire que si les importations de pétrole venaient à s'arrêter du jour au lendemain, un État doit être en capacité de tenir 90 jours, c'est-à-dire 3 mois, avec les réserves de pétrole qu'il aura constituées. À ce jour, la France détient l'équivalent de 118 jours, le Japon 206 jours, le Danemark 345, bien au-delà donc de ces recommandations. Et à l'inverse, les États-Unis ne détiennent eux que 20 jours de stock et l'Australie 47. Eva Moisan, après les annonces de Donald Trump qui ont visiblement rassuré les marchés, est-ce que ça aurait du sens aujourd'hui de libérer ces stocks énergétiques ? Alors on voit que dans les annonces du gouvernement et des membres de l'AIE, il y a la volonté d'envoyer un signal au marché, c'est ce que disent en tout cas le gouvernement, c'est d'envoyer un signal au marché pour que les marchés réagissent et fassent redescendre les prix. Mais c'est aussi, du point de vue français, puisqu'on ne veut pas utiliser d'autres moyens, et notamment de l'intervention publique et de l'argent public, puisque le gouvernement français est obsédé par la baisse des dépenses publiques depuis 2017. La dette publique ne fait qu'augmenter, 1 000 milliards de dettes. Et donc le gouvernement est obsédé par la réduction des dépenses publiques puisqu'il a vidé ses caisses en baissant les taxes. Donc il se trouve un peu limité dans ses moyens d'action parce qu'il l'a décidé. C'est un choix très, très politique d'avoir baissé les taxes à ce niveau-là et d'aujourd'hui d'avoir peu de moyens d'action pour répondre à cette potentielle crise qui n'est pas encore arrivée mais qui se profile. Est-ce que c'est inquiétant de voir que les États-Unis ont si peu de stocks ? Est-ce que c'est parce qu'eux-mêmes sont exportateurs ou bien parce qu'ils comptent peut-être sur des réserves d'autres pays comme le Venezuela, étant donné qu'il semblerait qu'ils aient reçu hier 100 millions de barils ? Alors, ce qu'il faut voir et ce qu'on doit rappeler en fait depuis aussi l'ensemble de ce débat, c'est qu'il y a 2 choses quand on parle du pétrole. Il y a le brut et les raffinés. Ce sont 2 choses relativement différentes. Alors même s'il faut du brut pour faire du raffiné. Mais quand on parle des stocks AIE, on parle des stocks de consommation. C'est-à-dire on parle des stocks de raffinés. L'AIE, c'est l'Agence internationale de l'énergie, qui est un organisme de l'OCDE. Donc c'est en fait collectivement, et c'est bien ce que vous avez dit, l'Agence internationale de l'énergie qui autorise ses membres à utiliser leurs réserves de 90 jours, étant entendu que vous avez dit, il y a certains pays qui font des réserves nationales en plus, qui est le cas de la France par exemple, qui elles sont des réserves qu'elles peuvent mobiliser à leur propre volonté. Pour leur consommation intérieure. Mais il s'agit de réserves de produits. C'est de la consommation courante en produits, ce n'est pas des réserves de pétrole brut. Les États-Unis, c'est le premier exportateur mondial, c'est le premier producteur mondial de pétrole. Donc le fait qu'ils n'aient pas une réserve en produits qui soit extrêmement importante n'est pas problématique, dans le sens où ils sont exportateurs nets de produits pétroliers, notamment vers chez nous, puisque notre premier fournisseur de carburant, ce sont les États-Unis. Donc ça veut dire qu'eux, de toute façon, ils ont la capacité à faire tourner leur propre secteur de raffinage avec leur propre pétrole, voire des pétroles importés du Mexique, du Canada, du Venezuela éventuellement, pour faire tourner leur secteur. Donc ils ne sont pas du tout dans la même situation que les pays européens qui n'ont pas de réserve en pétrole brut ou très peu de réserves en pétrole brut. Il faut libérer ces stocks stratégiques dès maintenant ou on attend ? Ça peut avoir un impact sur le marché. Au total, alors je parle sous votre contrôle, je crois que c'est 1,4 milliard de barils, les stocks stratégiques gérés par l'AIE. Ça peut avoir un impact. C'est marginal, ce serait marginal. Ça ne va pas changer de toute manière la face du monde. Il faut quand même appeler un chat un chat. Le sort... oui, je reste dans les chats. Moi. Le sort du prix du baril, il est directement lié à ce qui va se passer avec l'Iran. Est-ce que l'Iran conserve et continue à maintenir une politique extrêmement dure et donc continue à quasiment bloquer Hormuz? Est-ce que éventuellement, là c'est aux marins que je pose la question, est-ce que les marines occidentales peuvent faire comme les convois de l'Atlantique durant la Seconde Guerre mondiale, peuvent créer des convois qui permettraient de passer Hormuz? Est-ce qu'avec tous les drones et missiles, ceci a quelque sens? Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, vous avez, alors non seulement, parce qu'il ne faut pas oublier qu'avec le blocage d'Hormuz, vous avez des pétroliers, vous avez des méthaniers,
Et puis vous avez tous les porte-conteneurs qui sont bloqués. Vous avez 10% de la capacité mondiale de porte-conteneurs qui se trouvent aujourd'hui bloqués dans le Golfe. Et là, les compagnies, les Maersk, CMA, CGM et autres de ce monde, ils n'ont aucune envie de risquer leurs précieux bateaux. Philippe Chalmin. Des bateaux qui valent beaucoup plus cher, ceux-là. Qui valent très cher. Gardons un peu de temps pour savoir ce qui va nous arriver à nous, les Français. Et on va démarrer avec l'archive du jour. Nous sommes à l'été 1990. Pierre Bérégovoy, ministre de l'économie et des finances, décide de plafonner le prix des carburants, où nous sommes au début de la guerre du Golfe, après l'invasion du Koweït par l'Irak. À circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles, expliquait donc hier soir Pierre Bérégovoy. 20 centimes de hausse sur le prix de l'essence en quelques jours, c'est trop et trop vite. Après avoir mis en garde les compagnies pétrolières contre un dérapage, le ministre de l'économie décide donc de plafonner les prix. Une mesure destinée à protéger les consommateurs. Je pense que c'est raisonnable. Compte tenu de la façon dont fonctionnent les compagnies pétrolières, ça me paraît indispensable. C'est une bonne mesure parce que de toute façon, c'est de l'escroquerie. Chaque fois que le baril baisse ou chaque fois que le dollar baisse, on ne répercute pas la baisse. Donc maintenant, si on répercute à l'avance des hausses qui n'ont pas encore eu lieu... Eva Moisan, vous disiez tout à l'heure qu'il pouvait y avoir un blocage des prix. C'est vrai que c'est prévu par le Code du commerce, il y a un article qui le prévoit, mais de fait, à l'époque, ça avait duré un mois, les caisses sont vides, donc il faut peut-être aller plus vers de sobriété et de responsabilité des Français, plutôt que de leur donner de l'argent pour qu'ils aillent faire le plein à la pompe, non ? Effectivement, le plafond sur les prix, ça se pose plutôt sur les prix de l'énergie, sur les prix de l'électricité ou les prix du gaz, plutôt que sur le prix à la pompe, puisque effectivement les plus gros consommateurs d'hydrocarbures, ça va être en général les ménages les plus aisés, donc ça va revenir à subventionner la consommation extensive des ménages les plus importants. Mais ce qui va se poser également, c'est la hausse des marges et la hausse des bénéfices des grandes entreprises pétrolières. Il y a des abus selon vous ? Ça a été contrôlé par le gouvernement et visiblement c'est pas le cas. C'est ce qui se dit, mais après est-ce que c'est un abus d'augmenter ces marges ? C'est le fonctionnement d'une entreprise en soi, mais c'est ce qu'on a vu ensuite dans les années 2022-2023. Les énergéticiens ont fait des super profits. Total, d'autres énergéticiens en Europe ont fait des super profits qui n'ont ensuite après le début de la guerre en Ukraine, qui n'ont ensuite pas été taxés, alors qu'il y avait des propositions et des pays en Europe ont taxé les super profits. Donc pourquoi ne pas remettre ce genre de mesures sur la table quand justement les caisses de l'État sont vides ? Une réaction rapide ? Écoutez, alors moi, rapide. Excusez-moi de dire que on nage dans l'absurdité la plus totale. Je ne sais pas où vous avez vu des super profits. Nous avons effectivement, il y a un grand énergéticien en France qui s'appelle Total. Total gagne l'essentiel de sa vie à l'extérieur de la France et si le raffinage était une activité si rentable, les grands énergéticiens européens auraient gardé le contrôle de leurs raffineries. La plupart des raffineries aujourd'hui en Europe n'appartiennent pas aux majors pétroliers. L'activité de raffinage est une activité éminemment aléatoire. La distribution du pétrole est une activité qui n'est pas si rentable que cela. Nous avons la chance paradoxale en France d'avoir un appareil de la grande distribution qui fait que l'on vend pratiquement l'essence ou le diesel à prix coûtant. Nous subissons les prix. Alors rentrer dans une logique d'imposer des prix, de bloquer les prix, que ce soit sur le pétrole ou sur le gaz, ça n'a aucun sens. Sur l'électricité, là je pourrais vous suivre, mais vous le savez, au niveau européen, cela paraît pratiquement impossible, mais on pourrait revenir effectivement. Alors, on parlait d'augmentation. Nicolas Zagbazoki, est-ce que ça peut avoir une augmentation sur les biens du quotidien ? Pour faire une baguette, il faut un four, il y a de l'énergie derrière. Est-ce qu'on risque une inflation à cause de cette crise majeure ? On risque cette guerre. On risque forcément une inflation à partir du moment où il y a une augmentation des prix de l'énergie, puisque l'énergie, c'est la base de tous les systèmes. Juste un petit commentaire sur la comparaison de ce que vous mettiez sur 1990. Il y a deux choses qui sont différentes sur le pétrole d'aujourd'hui par rapport à 1990 en France. 1990, on a encore un secteur du raffinage en France qui est important. On est encore très importateur de pétrole brut. On raffine en France. Donc on a une forme de contrôle sur ses capacités. Et comme le disait Philippe, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a perdu. Aujourd'hui, on importe des produits. On raffine encore très peu en France et en Europe. Aujourd'hui, on achète du produit. Et surtout, on rachète du produit à norme Euro 6. C'est-à-dire qu'en 1990, en fait, on n'avait pas les normes carburants européennes, puisqu'elles ont été créées à partir de 1992. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand vous utilisez un carburant en Europe et en France, il est normé d'une manière particulière, que ce soit du supercarburant ou du diesel, sur ses émissions.
donc sur les émissions d'oxyde gaz à d'azote effet de serre, ou les émissions de ouais, particules fines. CO2. Ça veut donc dire, en termes stratégiques, que quand on achète du carburant pour les systèmes français et européens, on n'achète pas n'importe quel carburant, on achète un carburant normé Euro 6, parce que sinon on ne peut pas l'utiliser. Ça veut dire qu'on ne peut pas acheter du diesel ou du supercarburant n'importe où sur la planète. Et ça change beaucoup de choses. Alors, on garde un tout petit peu de temps pour savoir si... C'est un gagnant, cette affaire. Est-ce que ce serait la Russie? On va écouter Vladimir Poutine. Lui, il en est convaincu. Il en profite même pour faire du chantage sur fond de guerre en Ukraine. Россия выступает, еще раз скажу об этом, надежным поставщиком энергоносителей. Так было всегда. Мы, безусловно, продолжим поставлять нефть и газ в те страны, которые сами являются надежными контрагентами. Мы готовы работать и с европейцами. Но нам нужны какие-то сигналы от них, что они готовы и тоже хотят работать и обеспечит нам эту устойчивость и стабильность. Philippe Chalmin, c'est lui qui a la main? C'est lui qui peut maintenant négocier son pétrole, avec la Chine notamment? C'est lui qui est le grand gagnant. Au début de l'année, le baril de pétrole valait $60. Et les Russes, pour arriver à trouver des clients qui acceptaient de passer au-dessus des sanctions américaines, étaient obligés de consentir des rabais de l'ordre de 15 à $20. Aujourd'hui, le pétrole vaut $90 et d'après mes informations, ces 2-3 derniers jours, ils ont vendu du pétrole à l'Inde avec une prime de 3 ou 4 $. Donc ça veut dire que pour les Russes, la rentabilité de leur vente de pétrole a été multipliée par 2. Sur la semaine, ce sont les grands gagnants. Et effectivement, Poutine, ça ne le gênait pas beaucoup d'ailleurs, a levé, pour 30 jours en tout cas, les sanctions vis-à-vis du pétrole russe. Oui, Donald Trump, les sanctions qui frappaient la Russie. Eva Moison, ça veut dire qu'au nom de nos nécessités énergétiques, l'éthique est balayée intégralement et il va être le grand gagnant de cette crise et de cette guerre au Moyen-Orient? Oui, effectivement, et c'est extrêmement regrettable. Les pays producteurs de pétrole sont les premiers gagnants de cette crise et de cette hausse du baril. Et en cela, les États-Unis, également en tant que producteurs de gaz et de pétrole de schiste, peuvent tirer leur épingle du jeu. Et en cela, on comprend... Avec le gaz de schiste, c'est ça? Avec le gaz de schiste, avec le pétrole de schiste. Et en cela, on comprend bien pourquoi aussi il y a eu cette attaque contre l'Iran. C'est aussi des intérêts économiques forts, favoriser l'appareil industriel et militaire américain et l'industrie pétrogazière américaine. Heureusement qu'on a le nucléaire alors, Nicolas Mazzucchi. Nous, Français. Heureusement qu'on a le nucléaire, mais attention, le nucléaire ne répond pas à l'ensemble de nos besoins énergétiques. Il fait la majorité de nos besoins électriques, mais tous nos besoins énergétiques qui sont liés à l'industrie, qui sont liés au transport, qui sont en partie liés à l'agriculture, ceux-là sont couverts très majoritairement par des hydrocarbures. Donc là aussi, on ne peut pas substituer l'un à l'autre. Notre taux d'électrification, c'est le plus élevé au monde. Il est à 25%, mais ça veut donc dire que 75% de nos usages énergétiques ne sont pas électriques. Et ça peut nous pousser vers les énergies renouvelables, Philippe Chalmin, très rapidement quand même. Ah oui, non, j'en suis totalement d'accord. À la limite, plus le pétrole vaut cher, plus... à la limite, c'est un bon signe pour les générations futures. Le pétrole au-delà de 100, voire de $200 le baril, c'est excellent pour l'éradication du pétrole et pour aller vers des énergies renouvelables. Ouais. Alors, je voulais simplement dire qu'il y avait quand même, il y avait quand même juste une famille de produits qui est touchée, dont on n'a pas parlé. Ce sont les engrais. Car n'oubliez pas qu'avec le gaz, vous faites de l'urée, des engrais azotés, vous faites du soufre. Et 30% de l'urée et du soufre mondial passe par le détroit d'Ormuz. Ça peut avoir des conséquences sur les systèmes agricoles mondiaux. Merci Philippe Chalmin, merci à tous les trois d'être venus débattre